on va commencer avec vous, Sophie Gauguin. Vous êtes la première vice-présidente du Conseil régional de Normandie. C'est une région qui est particulièrement en pointe sur la silver economy, à tel point que c'est une silver région. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une silver région ? Une silver région, c'est une région qui s'est engagée depuis plus de 3 années maintenant dans une démarche proactive en mettant autour de table l'ensemble des acteurs concernés, depuis les acteurs de santé, les collectivités territoriales partenaires et les entreprises, pour faire de la Normandie, qui a une nécessité d'abord de s'orienter vers des solutions, puisque nous avons une démographie qui n'est pas favorable, et puis l'envie de développer des possibilités d'innovation et de développement en matière d'accompagnement du vieillissement de la population. Et donc la Silver Normandie, c'est ce que nous construisons en matière d'identité aussi économique, au-delà du phénomène qui nous préoccupe tous, c'est comment bien accompagner le vieillissement de la population. La population normande, c'est près de 25% qui a plus de 60 ans, hein, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de création d'emplois ? Oui, ça fera partie du métacluster que nous sommes en train de constituer. Je dirais que le fait que nous adhérions à France Silver Eco nous booste dans notre dynamique, particulièrement entrepreneuriale. Et effectivement, nous avons contractualisé, entre guillemets, avec l'ensemble des acteurs sur des objectifs partagés. Et la création d'emplois en fait partie. Ça sera notre force de pouvoir accompagner les entreprises justement pour qu'elles puissent développer des process, ensuite développer des emplois. Et puis la formation professionnelle est un enjeu majeur. Elle fait partie des objectifs de France Silver Eco. Les régions ont une compétence en matière de formation professionnelle et qu'on voit là l'envie aussi d'aller en valeur ajoutée avec l'ensemble du personnel qui est concerné, que ce soit depuis les établissements jusqu'aux entreprises, dans l'ensemble des activités qui touchent la Silver Eco. Alors je disais que la Normandie est en pointe. Alors dans le quotidien d'une personne âgée, par exemple, donnez-nous des innovations de la Silver Economy qui leur facilitent la vie. Alors, par exemple, vous avez le fait de pouvoir avoir une veille permanente, nous en parlions tout à l'heure, et là le travail avec les départements sera essentiel, c'est les objets connectés qui permettent par la géolocalisation parfois ou des alertes de rassurer les personnes en situation de dépendance. C'est aussi la dignité de la personne. Nous avons remis un prix à une entreprise de la Manche qui s'appelle Dignitude, qui a créé une gamme de vêtements faciles à enfiler, que ce soit pour les personnes âgées, malheureusement en situation de handicap ou bien permanent ou temporaire, et ça je trouve que c'est très bien, ce sont des modèles jolis, praticables et qui facilitent la vie des personnes et aussi l'image de soi dans une période de la vie difficile. Ce sont des innovations aussi, vous êtes ici en Normandie et je vous souhaite la bienvenue dans une terre éminemment touristique. La Normandie est la deuxième région la plus connue au monde après la Californie, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons une histoire qui nous permet d'avoir un rayonnement. Le tourisme est très important et le fait de pouvoir aussi accueillir des personnes plus âgées dans des établissements adaptés, d'avoir des menus qui soient plus lisibles, etc., ça fait partie aussi des innovations nécessaires. Le numérique est essentiel et nous avons ici un pôle de compétitivité numérique qui nous permet de travailler vraiment avec les entreprises normande et d'innover. Catherine Marcadier, vous êtes directrice générale de France Silver Eco. Alors voilà, on vient d'avoir quelques exemples de produits et de services qui relèvent du champ de la Silver Economy. Luc Broussy nous en a un peu parlé tout à l'heure, mais rappelez-nous les enjeux du développement de la filière et éventuellement, comme je demandais à Sophie Gauguin, quels emplois en attendre. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à votre question, en fait, effectivement, disait Sophie Gauguin, la Silver Economy, ça touche beaucoup de secteurs d'activité puisque l'idée, c'est de voir comment les secteurs d'activité vont répondre à l'enjeu du vieillissement. Donc déjà, dans la Silver Economy, le premier enjeu, il est évidemment démographique et comment ces secteurs d'activité vont pouvoir adapter leur offre de produits et de services à cet enjeu du vieillissement. Il y a un autre aspect qui me semble extrêmement important, c'est effectivement l'enjeu territorial. Et donc, Sophie Gauguin, en expliquant ce qui est développé en Normandie, le démontre. Il y a un enjeu qui est fort, puisque pour que la filière se développe au niveau national, il est aussi important, extrêmement important,
filière puisse se développer au niveau territorial et notamment dans les régions, puisqu'elles ont la compétence de l'innovation, elles ont les compétences en termes de développement économique, elles ont les compétences en termes justement de formation professionnelle et d'apprentissage. Et ça, c'est également un enjeu du développement de la filière, puisque en fait, développer ces formations pour les personnes qui accompagnent, les professionnels qui accompagnent les personnes âgées, qu'elles soient d'ailleurs en fragilité ou plus dépendantes, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a un enjeu aussi qui est dans ce cadre de formation, c'est de développer liées à la prévention, développer les questions liées à l'innovation dans ces formations pour qu'on arrête d'opposer finalement innovation et aide humaine. Jean-Marc Vénard, vous êtes délégué régional CINERPA, directeur d'un EHPAD qui s'appelle Jardin de Matisse, c'est à Rouen. Et alors vous avez mis en place de manière très concrète la Silver Eco dans votre établissement. Racontez-nous ce que vous y faites. Écoutez, on fait plein de choses. On a la chance d'être dans une région dynamique. Il y a Valérie Egloff qui a toujours été une interlocutrice privilégiée avec le CINERPA. Valérie Egloff, qui est la conseillère régionale chargée de la Silver Economy et qui siège, je crois, au conseil d'administration aussi France. Hein, c'est ça ? La région de Normandie, Madame Gauguin l'a évoqué, était une des premières à développer ce concept. Alors nous, en Normandie, il y a un proverbe qui dit « Faisons attention aux 10 œufs et appliquons, soyons des faiseux ». Et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'appliquer la Silver Economy à la qualité de vie des personnes âgées. Et Luc Catherine Marcadet le disent constamment, il faut que ça améliore la qualité de vie. Et nous, dans nos établissements, c'est bien ça, c'est donner du sens, du lien, une qualité d'accompagnement, une qualité de vie. Donc ça va, qu'est-ce que je vais vous prendre comme exemple le plus simple, la télémédecine. Par exemple, avec le CHU de Rouen, on a été les premiers à développer une solution de télédermatologie. Concrètement, ça améliore la qualité de vie de nos personnes âgées parce que la technique qui a été appliquée par des startups et le CHU de Rouen a permis d'éviter les déplacements. Les gens qui avaient des troubles cognitifs ne pouvaient pas aller chez le dermatologue, par exemple. En restant à l'établissement, ça permet d'avoir des consultations. On a des bracelets, par exemple, anti-fugue pour mieux gérer les fugues des personnes. On a des jardinières surélevées. Ça concerne vraiment pas uniquement la technologie, mais tout ce qui est dans la qualité de vie. Oui, donc vous, les robots, c'est pas tellement. Vous trouvez que c'est gadget, quoi. Vous avez compris ça. Ça va au-delà. Non, ça peut être l'accompagnement, mais on fait de l'humain pour de l'humain. C'est ça le sens de notre métier, c'est l'humanité. Et le robot peut être accompagnant sur une thématique particulière. Il vient annoncer les menus. J'ai vu 2-3 trucs dans les salons, mais je ne pense pas que ça vienne remplacer l'humain. Il faut que ça soit la Silver Economy doit accompagner l'humain. Le robot, c'est anecdotique en maison de retraite ou ça vraiment? Ce qui me semble intéressant quand j'ai évoqué l'innovation, c'est effectivement d'évoquer l'innovation sous l'angle à la fois technologique mais aussi social. Donc l'innovation, elle peut être dans les modes d'accompagnement, dans les modes de prise en charge et aussi dans l'organisation finalement des professionnels autour de la personne, que ce soit à domicile, en établissement ou en résidence senior, c'est-à-dire tout au long du parcours de vie de la personne. Au niveau technologique, bien évidemment, vous avez tout à fait raison, le robot tout seul, de toute façon, il ne fera rien. Un robot, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit déjà programmé. Et donc, il n'y a qu'un humain qui peut le programmer. Donc, pour moi, je pense que évoquer la question de la robotique, c'est essentiel de l'évoquer dans un cadre de complémentarité avec l'aide humaine pour justement permettre aux professionnels de se recentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire le soin et l'accompagnement des personnes. Dégager du temps pour les soignants, pour faire plus d'humains. Je prends un autre exemple très rapidement, c'est il y a un logiciel de soins qui développe des tablettes pour les infirmières sans Wi-Fi pour les établissements qui sont un peu plus âgés. Avec leurs tablettes, elles vont au chevet du résident, elles peuvent passer leur transmission de manière vocale comme avec un iPhone, prendre une photo de la plaie chronique, l'envoyer au CHU, etc. Tout ça, ça fait gagner du temps et pendant ce temps-là, on peut être avec le résident, l'accompagner d'une meilleure manière. Sophie Gauguin, je vais vous faire réagir, mais juste ça coûte pas cher tout ce dont vous parlez là le logiciel, la télémédecine Non, la recherche et développement, c'est comme toute la technicité, les premiers iPhones coûtaient très cher et ça se démocratise, la technique se démocratise. Le fait d'être dans une région qui aide les entreprises et la filière est aidée aussi au niveau national permet d'avoir des coûts qui sont accessibles pour les établissements. Sophie Gauguin. Oui, il y a une question d'aménagement du territoire qui est très importante, vous l'avez dit aussi, en termes de proximité. Et quand on parle d'innovation, avec le numérique, c'est aussi de cela dont il s'agit. Et c'est vrai que la télémédecine permet aussi de pallier à certains déficits
de soins. Et par exemple, dans la commune dont je suis maire, nous venons d'installer une première expérimentation France sur de la télémesure, avec 3 mesures de pathologie spécifiques, qu'elles soient respiratoires ou diabétiques, qui permettent de rassurer aussi les patients et de réduire les temps d'attente de consultation chez des spécialistes. Et ça va permettre de développer, et c'est une entreprise normande, H4D, qui a inventé cette télécabine, qui est aussi expérimentée, je crois, en zone de montagne. Donc, alors, justement, Catherine Marcadier, comment on fait le tri entre les multiples produits et services qui arrivent sur ce marché? Est-ce que vous avez vu des choses, par exemple, assez inédites ou assez insolites? C'est vrai que des choses inédites, on peut en voir. Après, il faut mesurer l'inédit, je dirais. Oui. Et effectivement, c'est pourquoi chez France Silver Eco, on a aussi développé et lancé l'année dernière un portail de référencement des solutions du bien vieillir qui nous permet déjà de faire, avec les centres experts qui sont répartis sur le territoire, une première sélection des produits qui existent sur le marché. Vous avez tout à fait raison, il y a une offre qui est foisonnante. Et il faut, pour que cette offre se développe et que finalement les seniors ou leur entourage ou les professionnels aient envie d'acheter ces solutions innovantes, il faut créer de la confiance sur ce marché. Donc je pense que et il faut surtout créer des solutions qui soient en adéquation avec les besoins des personnes et quel que soit leur niveau, je dirais, d'autonomie et quel que soit sans rentrer justement dans le critère d'âge, mais vraiment s'adapter à la question des besoins. Et c'est pour ça que la Silver Economy, elle a là-dessus un enjeu fort qui est de dépasser l'équation vieillissement égale dépendance, mais de s'adresser à l'ensemble de seniors et de toucher aussi bien les questions liées à la santé, mais à la nutrition par exemple, mais aussi toutes les questions liées à la culture, au tourisme, au loisir, à l'habitat, à la mobilité, et donc c'est ce que permet aujourd'hui cette filière. Sophie Gauguin, comment les acteurs du parcours de la personne âgée peuvent accompagner le développement de la Silver Economy? Eh bien, c'est le fait de travailler ensemble en mode projet. Je crois que le travail collectif, et on le voit bien avec le Gérontopôle qui s'est mis en place dans l'Estuaire et au Havre, et sur des projets partagés dans l'Orne ou à Caen, c'est le fait vraiment de travailler en équipe, que chacun apporte sa valeur ajoutée, justement, et permettre une plus grande dynamique, non seulement en échange d'expériences, en éthique aussi, Madame Marcadier le disait, le fait de pouvoir promouvoir de nouvelles manières d'accompagner le vieillissement. Je crois qu'il y a besoin aussi de beaucoup de pédagogie pour garder ce volet humain, et ça passe par l'éthique et la labellisation pour avoir un gage de sérieux. Et donc le fait d'avoir tous les acteurs, que ce soit les directeurs d'établissement, que ce soit aussi tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur les conceptions de nouvelles maisons, les habitations, la manière dont on conçoit l'aménagement de nos centres-villes, c'est toute la chaîne des valeurs. Depuis celui qui va innover sur la lentille de lunettes, jusqu'à l'usager dans la ville de bornes, parce qu'il y a derrière la dépendance, il y a une plus grande tolérance aussi dans la manière dont nous abordons les sujets de société. Alors vous allez me dire, je suis un petit peu obsédée par l'emploi, mais personne ne m'a donné de chiffres. Moi j'ai lu, le disait 300 000 d'ici 2020. Oui. Alors en fait, justement sur la question des chiffres, c'est assez intéressant que vous évoquiez ce point. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui ressortent régulièrement. Il y a cette question des 300 000 emplois qui intègre justement la question des services à la personne. Donc c'est un sujet évidemment important, mais ce qui est intéressant, c'est d'affiner ces chiffres. On annonce aussi des chiffres extrêmement importants en termes de milliards de chiffres d'affaires. Parfois, certaines startups ou petites entreprises ont du mal à forcément voir de manière immédiate, ou en tout cas sur de court terme, des aussi importants pour leur société. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'affiner et d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe, aussi bien sur les territoires qu'au niveau national, pour fournir des indicateurs un peu plus précis aux décideurs publics et privés pour qu'ils aient une appréhension juste de l'évolution de cette filière, que ce soit, comme je le disais, au niveau territorial, national, voire même international. Alors là, on a parlé évidemment que des points positifs. Est-ce qu'il y a aussi des freins au développement de la Silver Economy et en question intermédiaire, est-ce que le grand âge fait partie du grand plan d'investissement prévu par Emmanuel
Je crois que c'est 50 milliards. Bon, on a parlé tout à l'heure de l'absence d'un secrétaire d'État. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Et est-ce que le grand âge fait partie des préoccupations du nouveau gouvernement? Ne vous battez pas pour répondre. On attend d'avoir plus de précision. Oui. Voilà. Je pense que alors, est-ce qu'il y a des freins à l'évolution de cette filière ou pas? Mais il faut... pardonnez-moi peut-être, mais j'ai un profil très, très proche de la santé, donc il y a beaucoup d'humanité dans ma vision des choses, mais il faut aussi, en même temps, porter une vision moderne. Les freins, ils sont certainement dans les états d'esprit parfois, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas envie de parler. D'abord, les personnes concernées elles-mêmes n'ont pas envie d'aborder cette question avec leur famille. Et donc derrière, c'est toutes les décisions à prendre qui portent l'économie qui est impactée. Donc on a énormément de positifs à envoyer sur ce secteur-là. Ça, je dirais, il y a déjà un premier frein de développement, c'est de passer le cap, de se dire je vais anticiper, donc je vais aller chercher des nouveaux produits, d'hébergement, de soins, de suivi de ma personne, parce que c'est le capital humain qu'il va falloir gérer sur une plus grande durée. Donc on passe d'un cap de soins à une situation de prévention. Donc déjà, et puis après, nous, pour les entreprises, c'est tout ce qui concerne les normes, les labellisations, et donc là, elles doivent aussi investir beaucoup pour rentrer dans un cadre qui leur permette d'être reconnues après. Alors justement, est-ce qu'il y a des aides, Jean-Marc Bénard, pour installer ce que vous avez installé? Vous avez eu des... Non, c'est un investissement personnel de l'établissement, mais qui n'est pas gênant. Enfin, je veux dire, ça fait partie de l'investissement d'une entreprise pour des nouvelles technologies. Certains vont investir dans des logiciels. Nous, on investit dans du mieux vivre, hein, à la fois pour les résidents, mais aussi, je voulais souligner, pour la qualité de vie au travail de nos salariés. Hein. Il y a des choses extrêmement passionnantes, comme en ce moment les capteurs de chute dans les chambres, ça évolue tout le temps. Et ce qui est intéressant avec cette filière, c'est qu'ils viennent nous voir, nous, terrain, pour pas développer des choses complètement folles. On n'est pas, c'est pas le professeur Nimbus, ils viennent vraiment sur le terrain vérifier qu'il y a une utilité et une pour soit le résident, soit le personnel. Et alors vous faites un investissement propre, est-ce que vous attendez un retour sur investissement du coup? Non, j'attends un retour d'investissement de mieux vivre pour mes résidents, et des salariés qui vont être fidélisés parce qu'ils ont une meilleure qualité de vie au travail. C'est un ensemble. Alors, je sais aussi que France Silver Eco propose à l'embauche pour le recrutement des salariés au sein des entreprises de la Silver Economy. Est-ce que ça marche? Vous avez un retour sur ce dispositif? Oui, alors c'est un dispositif qui s'appelle Silver Boost Emploi, qui effectivement a été monté dans le cadre d'une convention de revitalisation. Et en fait, qui a effectivement très bien marché et qui a permis de favoriser la création d'emplois, notamment dans les startups et dans les entreprises innovantes. Donc d'ailleurs, le dernier comité de sélection a eu lieu il y a une dizaine de jours, ce qui nous a permis, alors là, je n'ai pas forcément tous les chiffres en tête, mais on a quasiment 200 emplois qui ont été accompagnés avec une prime de 5 000 € sur 3 ans. Je pense que c'est quand même quelque chose qui a été... En tout cas, c'est un dispositif qui a très bien fonctionné, qu'on a diffusé aussi bien au niveau de nos adhérents de France Silver Eco, mais de manière plus large, puisqu'on a communiqué de manière très large dessus, et qui a permis à des startups justement de créer de l'emploi. Et une des conditions, c'était que justement cet emploi soit en CDI. Donc ça, c'était quand même un élément extrêmement important, ou en tout cas en CDD de au moins 1 an. Je voulais, si vous en êtes d'accord, revenir rapidement sur votre question qui concernait les freins. Alors, au-delà des freins, moi, je pense qu'il y a des conditions, finalement, pour que la Silver Economy se développe. Et Sophie Gauguin a évoqué, pour moi, deux mots-clés qui sont dans ces conditions. C'est la dimension éthique et la dimension qualitative, et également toute la dimension prévention. Effectivement, les dimensions... C'est-à-dire qu'on parle souvent de la Silver Economy comme un marché économique, etc., ce qui est le cas. Il y a des enjeux économiques, de développement économique, de création d'emplois. Mais étant donné qu'on s'adresse à des personnes qui sont potentiellement fragiles, je pense qu'il faut intégrer cette notion d'intérêt général, cette notion d'éthique et de qualité, puisqu'on ne s'adresse pas à n'importe quel client. Donc ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Ensuite, il y a une dimension qui est aussi extrêmement importante, c'est effectivement la prévention. On a beaucoup discuté dans les années passées du financement, je dirais, de la dépendance. Aujourd'hui, je pense que si on travaille cette question de la prévention et qu'on arrive à retarder finalement l'entrée, l'âge d'entrée
moyens dans la dépendance ou dans la perte d'autonomie, on générera des économies qui feront qu'on arrivera finalement à financer tous les dispositifs qui concernent ces personnes. Et en guise de conclusion, est-ce qu'il faut faire évoluer l'offre de formation en lien avec cette filière? Oui, moi je le pense et ça fera partie du programme d'action que nous allons mettre en œuvre, je l'espère, dès cet automne. La formation sera essentielle et donc il faut rendre attractifs ces métiers, pas toujours facile, auprès d'un public jeune. Donc il faut les rassurer aussi, les accompagner. Et le fait d'avoir des établissements qui mettent aussi beaucoup d'humanité et qui s'ouvrent un peu sur l'extérieur, je crois, est une manière de déjà les amener plus sur des métiers d'aide à la personne. Enfin là, on a un vrai problème d'attractivité des métiers. Et puis leur expliquer aussi derrière que vous pouvez aussi avoir des process industriels, toute une tas de palettes de métiers autour de ces actions. Le tourisme chez nous est un enjeu majeur et d'ailleurs c'est très intéressant d'aller voir ce qui se passe à l'étranger pour en retirer de bonnes initiatives et expliquer aussi que dans des entreprises, eh bien, vous avez des missions export sur ces questions-là, qu'on peut se spécialiser. Enfin, il faut aller vers la jeunesse. Si on veut que le contrat humain fonctionne et que des jeunes aussi s'engagent dans cette voie, il faut leur démontrer qu'il y a un formidable potentiel. Voilà, donc la formation professionnelle, nous allons nous y atteler largement en région Normandie. Très bien, ce sera le mot de la fin. Puis je vous remercie parce que vous avez parlé de certification et c'est l'objet de